Ce soir à l'émission, c'est la période des renouvellements de bail. À quoi peut-on s'attendre? Si vous ne décidez pas, vous, de défendre vos droits, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Et le Centre de formation en transport routier de Saint-Jérôme a 50 ans. On offre 3 DEP qui sont en lien avec le transport. En entrevue, le maire d'Oka, Patrick Hardy, nous parle de l'entente liant les villes de sa MRC sur le plan de l'offre en loisirs culturels. Quand le seuil minimal de pouvoir offrir une activité à un cours n'était pas rencontré, mais le projet mourait dans l'œuf. Je m'entretiens également avec l'entrepreneur Samuel Paquette, président d'honneur du défi Ose entreprendre à Mirabel. C'est vraiment de représenter là, justement la ville de Mirabel là, pour justement encourager les entrepreneurs, les nouvelles entreprises à s'inscrire au concours. Enfin, Laurence Bourgeois nous parle des spectacles à venir au Centre de création Boisbriand et de la symbolique du 12 février. Je pouvais vraiment pas être ici aujourd'hui sans aborder l'importance de cette journée qui est « J'achète un billet pour une sortie culturelle québécoise ». Bienvenue à Accès Local. Jeudi 12 février 2026, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors bon, on se trouve en pleine période de renouvellement de bail pour la date du 1er juillet. Vous faites le point sur les changements auxquels on devrait porter attention. Oui Claude, donc cette année, à date du 1er janvier, le tribunal administratif du logement propose une augmentation de loyer de 3,1 %. C'est une augmentation qui est moins importante que celle de l'année dernière, là, qui s'élevait à 5,9 %, mais elle demeure tout de même la troisième hausse la plus importante des 20 dernières années. Donc, 3,1 %, ça, c'est la hausse de base. Les propriétaires ont quand même le droit de demander plus. Oui, si des rénovations majeures ont été effectuées dans l'immeuble, à noter aussi que le taux d'augmentation pour une part de loyer avec service, comme dans les RPA, par exemple, se situe plutôt à 6,7 %. Et le calcul d'augmentation a aussi été révisé cette année. Qu'est-ce qui a changé? Alors, le gouvernement a voulu simplifier ce calcul qui comptait 13 critères. Seulement 4 critères sont maintenant pris en compte, soit la moyenne de l'indice des prix à la consommation des 3 dernières années, la variation des taxes foncières, la variation des primes d'assurance et 5 % du total des dépenses d'immobilisation. Maintenant, en cas de conflit entre locataires et propriétaires, c'est ces critères-là qui seront pris en compte par le TAL. À voir maintenant quel effet aura ce calcul à long terme sur la hausse des loyers. Même si le calcul se veut simplifier, la situation n'est pas plus simple pour autant. On écoute à ce propos Serge Gilbert, qui est coordonnateur de l'Association de promotion et d'éducation en logement. Je pense que ça n'a rien de vraiment facile dans le calcul parce que au niveau des travaux majeurs, un locataire peut maintenant mettre n'importe quoi dans les travaux majeurs. Il peut tout simplement peinturer un mur et dire que ça, c'est des travaux majeurs. Bon, alors en tant que locataire, Clara, à quoi il faut faire attention quand on reçoit son renouvellement de bail et son augmentation de loyer? Alors déjà, il faut s'assurer que le document propose 3 options. De rester et de payer l'augmentation, de rester et de refuser l'augmentation ou de quitter le logement. Il est important que ces 3 options soient bien énumérées dans le document, sinon le renouvellement peut être considéré comme caduc. Monsieur Gilbert explique que le bon réflexe à avoir, c'est de s'informer, de bien prendre connaissance de l'avis de renouvellement et au besoin de faire appel à un organisme d'aide au logement, comme l'appelle. Et quels sont les motifs de contestation d'une hausse de loyer? Alors, si le locataire considère que la hausse est abusive, à noter que l'avis de renouvellement doit être envoyé avant le 1er avril pour les baux qui sont renouvelés le 1er juillet. Sinon, le bail sera automatiquement renouvelé aux conditions actuelles. Au contraire, si un locataire ne répond pas à un avis d'augmentation de loyer dans les délais prévus, il sera considéré que les nouvelles conditions sont acceptées. Dans tous les cas, M. Gilbert encourage les locataires à défendre leurs droits. On peut l'écouter. Si vous êtes locataire et que vous subissez une injustice, si vous ne prenez pas en main vos droits, si vous ne décidez pas, vous, de défendre vos droits, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Il faut que vous décidiez de défendre vos droits. Et il ne faut pas se laisser aller et avoir peur à cause des menaces.
Et l'appel attire l'attention sur une autre situation qui peut être problématique. Tout à fait, soit les reprises de logements de mauvaise foi. Donc, quand un propriétaire évince un locataire sous prétexte que le logement sera repris par lui-même ou un membre de sa famille immédiate. Dans les dernières années, plusieurs cas d'abus de cette clause ont été punis. Donc, des propriétaires qui font semblant de reprendre un logement pour un membre de sa famille, mais qui fait seulement le remettre sur le marché pour augmenter le prix. Dans le cas d'une reprise, M. Gilbert conseille simplement de ne pas répondre à l'avis. Le propriétaire sera donc dans l'obligation d'ouvrir un dossier au TAL pour justifier sa reprise. Donc, dans tous les cas, l'appel et plusieurs autres organismes du logement auraient voulu de plus grands changements cette année pour les locataires. On peut écouter M. Gilbert une dernière fois. Ce qu'on aurait souhaité, nous, en tant qu'organisme de défense des droits des locataires, c'était vraiment une diminution réelle des loyers, mais surtout, un registre de loyers qui va permettre de vraiment contrôler les loyers. On est très, très loin de ça. Voilà, Claude, car les statistiques le montrent, l'écart de revenus entre les locataires et les propriétaires se creuse, surtout que la proportion de locataires augmente rapidement au Canada. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de formation en transport routier. À plus tard, Claude. La Ville de Blainville lance un tout nouveau programme de bourse pour la relève artistique qui s'adresse aux personnes créatrices de 18 à 35 ans. Ce programme vise à appuyer le développement de la nouvelle génération d'artistes dans toutes les disciplines comme les arts visuels, la musique, la danse, le théâtre, la littérature et les arts numériques. Chaque année, 4 bourses d'une valeur maximale de 500 $ seront remises à des artistes émergents. Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature avant le 1er septembre de chaque année. La Ville de Sainte-Thérèse, avec le soutien de Loisirs Laurentides, annonce le lancement de sa centrale d'équipement dans le cadre du projet provincial Circonflexe Prêt pour bouger. La centrale d'équipement, située à la Maison du Citoyen, permettra à la population d'accéder gratuitement à des équipements sportifs et récréatifs tels que des tapis-luges, des traîneaux à neige, des ensembles de pickleball, des jeux de pétanque, des raquettes de tennis, des BMX, des trottinettes et plus encore. En vertu d'une entente conclue tout récemment, les 7 villes de la MRC de Deux-Montagnes proposent une programmation élargie de leurs activités à saveur culturelle. J'en discute avec le maire d'Oka, Patrick Hardy. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Écoutez, on pourrait réduire la chose à sa plus simple expression en suggérant que vos offres respectives sont fondues en une seule. C'est pas tout à fait ça. Il y a plein de nuances. Alors, expliquez-nous d'abord la nature de cette entente-là et pourquoi elle existe. Bien, la nature, c'est une initiative qui est venue des gens des loisirs eux-mêmes. Oui. Donc, au niveau des gens du terrain, ont réalisé que quand le seuil minimal de pouvoir offrir une activité, un cours, n'était pas rencontré, mais le projet mourait dans l'œuf, si on veut. Ouais. Donc, les gens ont levé la main, ont dit, si on faisait un bassin de participants, d'élèves, qui veulent assister à un cours, une formation, et puis on élimine les frais non résidents, est-ce qu'on peut arriver à quelque chose? Et ça a fonctionné. Ça a permis de ces projets-là de sortir de l'incubateur et devenir un vrai projet réalisable. Je pense que ça l'amène aussi, nous, c'est que si, exemple, on va prendre l'exemple, il y a 6 cours de cirque qui se donnent à Deux-Montagnes. Plusieurs participants de l'ensemble des villes et municipalités de la MRC y participent. Ça va donner à Colette Baudouin, la personne au loisir chez nous, une façon de voir un cours qui est déjà en marche. Est-ce que ça devient plus facile de vendre ou de le promouvoir versus d'un lancement d'une initiative nouvelle? J'ai l'impression que c'est le début de quelque chose qui va nous permettre de mesurer puis ajuster nos offres et mieux les communiquer d'ailleurs. Donc, initiative des gens des loisirs. Est-ce qu'il y avait une demande qui venait des citoyens aussi en même temps? On a toujours des demandes qui viennent des citoyens dans le but d'élargir nos offres. Il y avait des demandes qui venaient des citoyens du Oka pour un cours, le Petit Cuistot qui se donne à Saint-Joseph-du-Lac. On regarde dans cette initiative-là que l'ensemble des participants, le seuil minimal étant 6 pour cette activité, il n'y a personne qui venait de Saint-Joseph-du-Lac, mais là, soudainement, on a une naissance parce que Saint-Joseph-du-Lac avait les installations pour le faire. Je pense que ça va permettre au maire Proulx et son équipe de voir de quelle façon que ça s'est orchestré, comment ça s'opère et comment moi je peux en faire promotion. Nous, de notre côté à Oka, ça va nous permettre de voir aussi comment ça s'opère, comme j'ai dit, mais comment je peux le réaliser chez moi de façon indépendante. Fait que c'est un projet qui vient donner naissance, je dirais, à un incubateur pour dire comment je fais pour faire lever les activités, d'en faire la promotion, et puis un coup que les gens sont déjà dans un cours, une formation, une activité,
Mais le bouche à oreille s'installe et puis le travers du, si vous me permettez l'expression en anglais, de grassroots communications va s'installer et nous permettre d'élargir notre offre. Oui, puis en même temps, tout le monde est gagnant. Là. Ceux qui dispensent les cours, les ateliers, ne perdent pas leur boulot là, grâce à une mesure comme celle-là. Là. Vous avez tout à fait raison et tout le monde y gagne, surtout les citoyens. En éliminant les frais de non-résidents pour cette tranche de cours-là qu'on a sélectionné, que les gens des loisirs, ont sélectionné, ça va nous permettre aussi d'avoir des économies. Et j'aimerais voir ce genre d'entente s'élargir dans d'autres sphères des besoins des municipalités aussi. Ce ne sont pas toutes les activités qui font partie de l'entente, mais bien une sélection d'activités qui est faite par chacune des villes. Comment est-ce qu'on a décidé de ce qui en ferait partie ou pas? Les gens des loisirs sont complètement autonomes et responsables de ça. Ils vont se parler entre eux, ils vont décider, ils vont choisir d'une façon stratégique des formations, des cours, des ateliers, des activités et les mettre dans un pôle, un bassin. Et puis, une fois que tout le monde s'est entendu, on va lancer ça en début d'année pour voir qu'est-ce qu'on peut faire naître comme activité pour nos citoyens. Oui. Je me suis baladé sur les réseaux sociaux de chacune des villes. Les gens semblent en général assez contents là, de cette nouveauté-là. Il y a des questions qui se posent, qui reviennent, à savoir, par exemple, qui aurait la priorité dans le cas où la seule place disponible serait sollicitée par un résident et un non-résident. C'est une bonne question. Je pense que ces règles-là vont rester à définir. Évidemment, s'il reste une seule place, puis la demande commence à être plus forte, on va ouvrir une deuxième cohorte, ça on le sait, mais on va essayer d'éviter le plus de chicanes possible. Et puis s'il y a de la place pour 8, mais souvent il y a de la place pour 9 à la table. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, cette entente-là touche les activités culturelles. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Il y a d'autres secteurs d'activités là, qui pourraient faire l'objet d'une entente comme celle-là. Vous pensez à quoi exactement? Je vais changer de registre, OK? Je vais vous donner un exemple. Moi, ce que j'aimerais voir naître, là, les municipalités, les villes, quand ils vont en appel d'offres, je vais vous donner l'exemple d'un chalet pour un parc. Un chalet avec un vestiaire pour hommes, un vestiaire pour femmes, des salles de bain. Mais quand on va en appel d'offres, on paye des plans d'architecte. On s'entend qu'un chalet, tel que je viens de décrire, à Oka, a la même fonction à Saint-Placide, à Pointe-Calumet. À un moment donné, les frais se repayent tout le temps. Moi, j'aimerais voir, évidemment, on va devoir changer certaines règles, des paramètres, des législations, que la MRC parte en appel d'offres pour des chalets et ces plans-là soient évidemment disponibles dans un pool pour l'ensemble. Parce que qui va sauver dans tout ça? C'est nous, c'est vous, c'est les citoyens qui nous écoutent aujourd'hui de dire pourquoi qu'on repaye et on multiplie des frais à chaque fois qu'une initiative municipale quand on pourrait faire profiter le payeur de taxes qui est notre citoyen. Alors, c'est lancé. Moi, j'invite les gens à aller visiter les sites web là, de chacune des villes pour prendre note de l'offre en activité culturelle. Patrick Hardy, maire d'Oka, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir de vous jaser. La ville de Rosemère a tenu une cérémonie officielle le 5 février dernier à la bibliothèque municipale afin de rendre hommage à 3 jeunes athlètes qui se sont démarqués en 2025, soit Élodie Bédard en cyclisme, Ellie Boudreau en cross en planche à neige et Elliot Lacourcière en baseball. En présence de leur famille, de la mairesse Marie-Hélène Pitre et de la conseillère municipale Stéphanie Nantel, ces 3 sportifs ont été invités à signer le livre d'or de la ville, une distinction honorifique soulignant des réalisations remarquables. L'Association des auteurs et autrices des Laurentides annonce le lancement de la première édition du mois de la littérature des Laurentides qui se tiendra du 1er au 31 mars prochain. L'événement propose plusieurs activités réunissant auteurs, autrices, lectrices et lecteurs, comme des ateliers d'écriture, des animations, des conférences et des séances de dédicaces. Avec pour slogan « Un rendez-vous incontournable pour faire vivre la littérature d'ici autrement », cette initiative vise à célébrer la créativité littéraire de la région tout en favorisant la rencontre entre les créateurs et leur public dans des lieux qui contribuent à la vitalité littéraire. On s'en va du côté du Centre de création Boisbriand avec Laurence Bourgeois. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, Claude. Laurence, aujourd'hui, c'est le 12 février. Pour toi, je sais que c'est une journée spéciale, mais explique-nous pourquoi. Oui, exactement. En fait, je pouvais vraiment pas être ici aujourd'hui sans aborder l'importance de cette journée qui est « J'achète un billet pour une sortie culturelle québécoise ». C'est une initiative qui a été lancée par la cinéaste Myriam Véro l'an dernier puis qui se reproduit encore une fois là, cette année suite à la popularité du mouvement. En fait, l'idée est très simple.
simple. C'est de poser un geste concret aujourd'hui, le 12 février, pour soutenir les artistes et nos milieux culturels d'ici en achetant des billets pour une sortie locale. Et en ce sens-là, en ce mois de février, le Centre de création propose 2 sorties de résidence, donc pour différents publics là, allant des tout-petits jusqu'aux adolescents et aux adultes que les gens peuvent se procurer là, pour l'occasion. Et pourquoi cette initiative-là, est importante pour la vitalité de la culture québécoise? Ben parce que la culture, d'abord et avant tout, existe grâce au public, grâce au partage qui se fait avec le public. Puis acheter un billet, ben c'est soutenir directement les artistes puis les équipes qui travaillent ici. C'est un geste en apparence très simple, mais qui est essentiel pour nos institutions culturelles puis pour la vitalité de nos salles de spectacle. Puis le 12 février, il est inspiré de la journée le 12 août, j'achète un livre québécois. Et cette journée-là nous rappelle que la culture, particulièrement les arts vivants, là, les arts de la scène, ben faut pas que ça devienne un luxe dans le sens où c'est un espace de rencontre, de réflexion puis d'appartenance. Donc c'est quelque chose qui doit devenir essentiel dans nos vies. Et donc le 12 février, c'est un excellent prétexte là, pour découvrir une œuvre, encourager la création locale puis se faire du bien là au final. Bon, disons que j'adhère à tout ça, moi, puis que je me cherche une idée de sortie, puis je sais pas, moi je pense Centre Création de Boisbriand. Est-ce que tu as des propositions à nous faire? Oui, ben je sais pas si ça va être ton public cible, mais j'aurais un laboratoire jeunesse pour toi, là, donc ici et là. Mais je peux trouver des enfants. Là. Ah, ben oui. Donc un laboratoire théâtral pour les enfants de 3 à 7 ans. Puis je rappelle ce qu'est un laboratoire, là. Donc en fait, c'est que le spectacle sera pas présenté dans son entièreté. Donc c'est des éléments qui sont préliminaires. On en est à des étapes de travail. C'est vraiment comme une porte ouverte sur la salle de répétition, puis les gens vont pouvoir voir où en est rendue la création. Et puis, le récit ici et là va mettre en scène 2 hamsters qui se prénomment vraiment ici et là. Ils sont mignons comme tout. Ah oui, je sais, ça n'a pas de bon sens, ces petites marionnettes-là. Donc, dont l'amitié va être fragilisée là, lorsqu'une grenouille va s'approprier leur maison. Et là, ben, les enfants vont pouvoir réfléchir là, à la notion du chez-soi et au lien avec les autres. C'est un projet qui est porté par Olena Komiakova, qui est une comédienne et marionnatrice, d'origine ukrainienne. Et elle va commencer à travailler sur cette histoire-là en 2017, donc en se basant sur un conte ukrainien qui existait déjà et en se basant sur des marionnettes là, qui ont été confectionnées par une scénographe. Puis, jusqu'à tout récemment, donc en 2024, Olena va soumettre son projet à Maude Garreau du Théâtre de marionnettes Ombre Folle. Puis, cette dernière, là, tout de suite, va tomber sous le charme des thèmes, de l'univers, puis des marionnettes, justement. Et puis, ensemble, donc, elles vont co-créer le laboratoire et puis elles vont être entourées de Olivier Monette-Milmore à la musique ainsi que de Mélanie Wissel à la conception des éclairages. Donc, une proposition super douce, super délicate qui sera présentée ce dimanche 15 février là, à 10h. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a pour les ados? Oui, donc on a le spectacle Le Grand Club qui sera présenté le vendredi 27 février à 19h30. C'est un spectacle qui est en co-diffusion avec le Centre de création de Boisbriand puis qui va allier le hockey et le théâtre de manière assez spectaculaire. On va suivre en fait le personnage de Samuel Gagné, qui est un jeune espoir du hockey là, qui rêve de faire partie de la Ligue nationale, mais la pression va être de plus en plus forte sur ses épaules. Puis là, ben, pour s'aider, il va faire appel à un ami d'enfance qui, lui, a déjà été signé dans le Grand Club. Cet ami-là va décider de l'aider, oui, mais à une condition qui va probablement venir bouleverser là, leur relation. Et puis, il faut savoir que le spectacle est réellement joué sur patin à glace, donc sur une patinoire synthétique, une proposition scénique très audacieuse, très unique aussi. On s'entend dans un jeu qui est très Ça prend physique. des comédiens qui savent patiner. Ah oui, ça prend des bons coups de patin, puis des fois, il faut laver à glace parce que là, c'est ça, faut que ça puisse continuer de travailler. Et puis, à travers cette histoire-là, là, on va aborder des thèmes très ancrés dans l'actualité, donc le masculinisme, la pression sociale et la performance, donc des thèmes qui vont revenir dans le spectacle. Le texte est signé par Jérémy Turgeon. Il fait également la mise en scène avec Camille Desgagnés et les deux seront également interprètes avec Charles Boivin-Groux sur scène. Donc, c'est vraiment 2 belles sorties culturelles que je vous propose là aujourd'hui en ce 12 février, mais il faut savoir que c'est aussi possible de se procurer des billets pour d'autres sorties de résidence de notre programmation et pour la création estivale aussi du Petit Théâtre du Nord qui s'en vient à grands pas. Jérémy Turgeon, je le mentionne, qui est un diplômé de l'École de théâtre professionnelle de Lionel Groux, avec Camille aussi. Oui, exactement. Et sont ensemble dans la vie
vie, donc sont des complices, donc ça paraît sur scène. Donc, le 12 février, hein, c'est aujourd'hui, on encourage la culture québécoise, on achète des billets. Tout à fait. Là, c'est 2 propositions que tu viens de nous faire, Laurence Bourgeois. Merci beaucoup. Un immense merci à toi. Mirabel Économique invite les entreprises en démarrage à s'inscrire à la 28e édition du défi Ose entreprendre, un concours qui pourrait vous mener loin. Pour en parler, je reçois Samuel Paquette, cofondateur de l'entreprise Itavi, lauréate de l'édition 2025 dans la catégorie Innovation technologique et technique. Monsieur Paquette, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes par ailleurs le président d'honneur de cette 28e édition. Dites-nous pourquoi vous avez accepté ce rôle et quel sera-t-il ce rôle exactement? Ben, le rôle, en fait, c'est vraiment de représenter là, justement la ville de Mirabel là, pour justement encourager les entrepreneurs, les nouvelles entreprises à s'inscrire au concours. Nous, ça nous a donné tellement de visibilité, ça nous a donné de l'expérience pour parler aussi à des entrepreneurs de la région, même s'ils sont pas dans la même dans le même créneau que nous. Ben c'est vraiment ça l'objectif là, de représenter justement là, le défi Ose entreprendre. Comme entrepreneur, vous avez, avec votre frère Joey, Joey, vous avez imaginé créer, commercialiser, avec succès, hein, une façon concrète et très jolie, je dois dire, de préserver la mémoire des défunts. Ouais. Alors, je vous laisse nous expliquer de quoi il s'agit. En gros, on offre un espace souvenir où est-ce qu'on peut rassembler l'ensemble des souvenirs, que ça soit photos, vidéos, biographies d'un être qui nous est cher. Souvent, ça va être quelqu'un qui est décédé, ça peut être même un animal de compagnie ou quelqu'un des fois en préarrangement qui veut raconter son histoire. C'est accessible via code QR. Ouais. Donc, ces codes-là sont apposés sur des monuments funéraires, des urnes funéraires, des cadres photos à la maison, des niches au cimetière. Donc, il y a plusieurs endroits où est-ce qu'on peut la poser et avec un simple scan du téléphone, on a accès à l'ensemble des souvenirs. On a même un livre souvenir à l'intérieur que les gens peuvent déposer des commentaires. Ça peut être privé ou public. C'est vraiment la famille, l'administrateur du compte qui peut décider qu'est-ce qu'il y en est pour la page. Je mentionne que ces fameuses plaques-là obtiennent l'adhésion des professionnels du milieu funéraire, des milieux académiques, des milieux de soins, qui a 110 distributeurs au Québec et en Ontario. Là, on parle quand même d'un succès. Est-ce que au moment où vous en avez eu l'idée, vous, il s'est trouvé des gens pour vous dire que c'était pas une bonne idée, que c'était délicat, je sais pas. Il y a toujours des gens qui viennent nous décourager dans ce qu'on veut faire. Surtout, en fait, dans ce cas-là, c'est que nous, notre idée, elle a été longtemps entre juste moi et mon frère Joey, parce que on a été les premiers au Québec, comme entreprise québécoise, à lancer ce produit-là sur le marché. Donc, on gardait ça très fermé. Donc, on n'a pas eu vraiment de gens qui nous ont découragés à travers ça. Aux gens qu'on en parlait, on avait beaucoup de bons feedbacks, de bons commentaires. De réactions positives. De réactions positives, mais il y avait l'enjeu de « Hey, c'est gros, c'est de l'entrepreneuriat, c'est un risque. » Moi, je me suis lancé vraiment à temps plein là-dedans, donc beaucoup de choses que j'ai laissées de mon côté, mais j'avais tellement confiance en nous, en notre produit, même si c'est un milieu funéraire qui est un milieu que c'est difficile entrer dans ce milieu-là, c'est des gens qui se connaissent depuis longtemps, mais on est très, très bien accueillis, on apprécie énormément le monde du milieu. Comme vous dites, on est dans différentes associations, donc on est avec la Corporation des thanatologues du Québec, l'Association des cimetières chrétiens du Québec, les détaillants de monuments du Québec. Donc, on est vraiment impliqués, là. On fait pas juste offrir nos produits aux familles, mais on est vraiment impliqués dans le milieu funéraire du Québec pour faire avancer les choses à notre façon. Vous parlez de votre expérience en mentionnant que démarrer une entreprise, ça se fait ça dans l'isolement. Comment le concours Ose entreprendre vous a permis de briser cet isolement-là? Ouais. Ben, en fait, c'est beaucoup dans la communication avec d'autres entrepreneurs. Ouais. On a vraiment été en mesure de discuter de défis. Nous, on vient pas d'une famille d'entrepreneurs. On n'a pas de famille, on n'a pas personne qui a pu nous épauler à travers ce cheminement-là un peu, même si on est accompagné par Mirabel Économique puis différentes avec Desjardins, mais ça a été ça l'enjeu là. Ouais. Le défi Ose entreprendre fait notamment référence à l'audace, à la détermination dont il faut faire preuve quand on veut se lancer dans un projet d'affaires. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qu'on a déjà en soi, la fameuse bosse des affaires, ou sinon est-ce que on peut l'acquérir, ça, le cultiver, le développer? Je pense que ça peut se cultiver, se développer. Surtout dans l'aspect où est-ce que je crois que les gens, des fois, ils l'ont à l'intérieur d'eux, mais ils le savent pas. Ouais. Ou ils n'ont jamais réalisé leur plein potentiel de le faire, de croire en eux. Fait que oui, je crois que c'est inné.
tu dois l'avoir à l'intérieur de toi, mais je crois aussi que souvent c'est inné, mais que les gens ne le savent pas. Donc, des fois, de se retrouver, d'avoir le courage de se lancer, de parler avec des gens du milieu d'affaires, je pense que ça peut aider à juste passer ce petit step-là et de dire « Hey, je le fais, je le sais que je l'ai à l'intérieur de moi, je l'ai jamais fait, je l'ai jamais développé, mais je veux l'essayer parce que je crois en moi, je crois que je l'ai à l'intérieur. » Et comme vous dites à ceux qui pourraient ou qui hésitent à s'inscrire, on n'a rien à perdre. Exactement. En terminant, bon, je rappelle Exactement. qu'il y a plusieurs catégories dans lesquelles on peut s'inscrire au défi. Il reste quelques semaines encore. J'invite les gens à se rendre sur le site web du concours et à poser le premier geste qui les mènera peut-être vers la réalisation de leurs rêves. Samuel Paquette, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On est de retour avec Clara Maté-Genet. Mardi dernier, le Centre de formation en transport routier de Saint-Jérôme a fêté son 50e anniversaire. Vous étiez sur place. Oui, Claude, parce qu'on a ici dans la région un des 2 seuls centres nationaux de formation en transport routier dans toute la province. Je propose d'en faire la visite dans notre reportage de ce soir. On se trouve au Centre de formation en transport routier de Saint-Jérôme. On est situé à Mirabel, dans le secteur Saint-Janvier, sur la route 117. Ici, on est un pôle transport au niveau de la formation, c'est-à-dire on offre 3 DEP qui sont en lien avec le transport. Le premier, transport par camion, un DEP de 615 heures. Un deuxième DEP de 1800 heures qui est mécanique de véhicules lourds routiers et un AEP qui est de 330 heures en conduite d'autobus pour les passagers. Pour transport par camion, le nombre d'étudiants varie d'une année à l'autre légèrement, mais on parle de entre 1200 et 1300 finissants à tous les années, pas juste ici à Mirabel, mais dans tous nos points de service, parce qu'on est présent dans tout l'ouest de la province, de l'Abitibi, passant par Gatineau jusqu'à Cowansville et la rive sud de Montréal. Donc, dans tous nos points de service, incluant Mirabel, on forme environ 1200 chauffeurs par année. Tu regardes là, tu vois ta mise en situation, elle est là. Fait que tu viens te stationner ici, c'est ça? 1, 2, 3. Parfait. Tous nos points de service dans tout notre réseau sont équipés de simulateurs, tout dépendant de la grosseur du point de service, 1, 2, peut-être 3 simulateurs. Et habituellement, c'est l'endroit où les élèves font leur premier balbutiement avec la conduite du camion, c'est-à-dire que les premiers changements de vitesse, les premiers maniements de transmission, d'embrayage. Par la suite, il y a du travail autonome qui peut être fait par les élèves sur les simulateurs aussi. Pour aller plus loin dans des scénarios qui peuvent aller de marche arrière, qui peuvent aller aussi pour des virages. Puis autonome, puis en même temps, nous, on a la possibilité d'aller voir sur le logiciel les élèves, qu'est-ce qu'ils ont fait, combien de temps ils ont passé, quel niveau ils sont rendus. On est en mesure de voir assez rapidement quand on embarque dans le camion, est-ce que l'élève a passé du temps, est-ce qu'il devrait peut-être passer un petit peu plus de temps sur les simulateurs. Il n'y a pas de nombre d'heures requis comme un pilote, évidemment, donc c'est en surplus du temps qui se fait dans la conduite de camion. Je suis dans ma 25e année d'enseignement ici. C'est sûr que dans les 25 dernières années, tout a beaucoup bougé au CFTR, tout a beaucoup bougé dans le transport. Si je peux parler des 25 dernières années pour mon cas, évidemment, on était en transport par camion environ 60 enseignants. Aujourd'hui, on a facilement doublé ce chiffre-là, puis évidemment que la flotte de camions a aussi doublé ou à peu près. Ici, on voit une partie de la flotte du CFTR qui est présente ici à Mirabel. On parle d'environ 50% de la flotte qui est ici. Une flotte totale d'environ 160 unités motorisées. Donc, on a la chance d'avoir un circuit interne où il n'y a pas ou peu d'achalandage autre que nos véhicules à nous. Environ 2,5 km de circuit utilisable avec des espaces de stationnement. Sur le circuit fermé, ce que ça nous permet de pratiquer, entre autres, c'est évidemment c'est les premiers mouvements pour nos élèves avec les véhicules lourds. Au fur et à mesure que les gens développent les habiletés nécessaires, on monte le niveau de complexité, on ajoute des remorques. On a ici dans la cour la possibilité de faire des virages. On peut même, dans certains cas, dans certains exercices, simuler 2 véhicules qui arrivent aux mêmes intersections en même temps. Comment on gère ça comme nouveau chauffeur? Si on est dans l'atelier, on sait que le métier de camionneur, c'est oui de la conduite,
mais selon le type de transport que l'on fait, ben ça peut aussi être beaucoup de tâches autres, manipulation d'appareils d'arrimage, par exemple, des chaînes, des courroies, et ça nous permet de faire ces exercices-là ou ces démonstrations ici, à l'abri des intempéries. On a aussi beaucoup d'ateliers démonstrateurs qui sont disponibles. Donc, on a ici un atelier ou un démonstrateur de ce qu'est un système pneumatique sur un tracteur semi-remorque. Donc, les élèves voient, oui, en théorie, des choses, mais on est capable de transférer assez facilement ici et de mettre du visuel aussi sur les apprentissages de nos élèves. À la fin de l'année dernière, à la suite de nombreux accidents impliquant des poids lourds, le gouvernement a adopté une loi qui impose une formation obligatoire pour les camionneurs. Qu'est-ce que ce changement de réglementation change pour le centre? Pas grand-chose. Monsieur Lapointe ne pouvait que se réjouir qu'il y ait plus de formation pour les camionneurs. Par contre, ce qui est imposé par le gouvernement, c'est une formation dans le but d'obtenir un permis de conduire de classe 1. Au CFTR, c'est un DEP qui est offert. Le Québec est le seul endroit qui offre ça. On peut écouter à ce propos M. Lapointe. Nous, ce qu'on fait dans un DEP de 615 heures au lieu de 125 heures, c'est d'enseigner le métier de chauffeur. Donc, ce qu'on fait en plus, évidemment, on va aller beaucoup plus loin dans la réglementation. On va aller évidemment plus loin aussi dans tout ce qui est planification d'un itinéraire. Merci Clara, on se revoit mardi prochain. Au revoir Claude. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Le Sport Autrement suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation de TVBL sur notre site web et regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.